20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Les déclarations du chef de l'État au sujet de la panne de la machine de radiothérapie font polémique au sein de l'opinion publique. Momar Diong lui reproche de ternir l'image du Sénégal. Déthié Fall s'en désole et affirme que ses priorités doivent se trouver ailleurs. Tension au sein de l'APR avec des affrontements qui ont opposé les militants. La classe politique s'indigne. L'analyste politique Mbaye Sidi Mbaye estime cela regrettable. Omar Gueye, cadre de l'APR, prône lui des sanctions contre les fauteurs de troubles. L'information relatant l'arraisonnement de près de 3000 pirogues appartenant à des pêcheurs gendariens démentie par le ministre de la Pêche. Omar Gueye parle de discussions à entamer prochainement avec les autorités mauritaniennes pour la signature d'accords. Circulation des bus Sénégal d'Emdik, ça roule timidement du côté du terminus Liberté 5 où les nouveaux autocars sont garés. Toutefois, les voyageurs s'intéressent aux nouveaux services offerts par la Société nationale de transport et s'en réjouissent. L'invité du 20h, il s'agit de Maître Pape Ndiaye de l'Ordre national des avocats, interrogé par Mamadou Ibrakan. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les déclarations du chef de l'État à l'étranger qui font polémique. Un incident aussi délicat que celui de la panne de la radiothérapie ne devrait pas être exposé à l'étranger. C'est l'avis de Momar Diong qui affirme que c'est l'image du Sénégal qui est ainsi ternie. Les déclarations du chef de l'État font également réagir Déthié Fall du Rewmi qui affirme selon lui que les pics du chef de l'État à l'endroit de l'opposition n'ont pas de sens. Les détails, c'est avec Fatou Kinedem et Thierno Laurent Mendy. Le chef de l'État n'a pas dérogé à la règle des déclarations hors du pays pour édifier les Sénégalais sur des questions nationales. Une sortie jugée inutile. Je ne pense même pas qu'il était utile pour le président de la République de faire cette sortie. Dès lors que tous ces services compétents ont réagi par rapport à cette question de la radiothérapie. Le ministre Awa Marie Coll Seck, entouré de tous les directeurs, a organisé 2 conférences de presse sur la question. Et mieux, le ministre de l'économie et des finances a même exposé les dispositions pratiques. Le président Sall profite de l'occasion pour répondre à ces détracteurs qu'il accuse de verser dans la polémique des propos qui laissent de marbre l'opposition. Mais nous lui rappelons que les médecins qui sont en grève, ce n'est pas le fait de l'opposition. Quand également la machine de radiothérapie est en panne, ce n'est pas le fait de l'opposition. Quand le système sanitaire est plus malade que les malades qu'il est censé recevoir, ce n'est pas également le fait de l'opposition. Je crois que la démocratie voudrait qu'on souffre du fait que l'opposition puisse, sur des questions précises, critiquer l'action du gouvernement. Surtout sur une question aussi évidente où il est clair qu'il y a eu un laxisme. Le débat devrait plutôt s'articuler autour du budget de l'État. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous dise les 13 000 milliards qu'on a eu à voter pour lui comme budget dans ces 5 cas-là, qu'est-ce qu'il en a fait? Et qu'on se retrouve donc avec un hôpital qui n'a même pas cette machine-là, c'est ça qui est regrettable et ce sont ces réponses-là qui sont attendues de lui. Outre ces réponses attendues du président, un changement par rapport à ses sorties est également souhaité. Parlons à présent des querelles intestinaux au sein de l'APR. Le parti présidentiel, vous le savez, des affrontements ont éclaté au siège de l'APR de Ziguinchor, faisant ainsi avorter une assemblée générale d'information convoquée par le ministre conseiller Benoît Sambou. Plusieurs responsables de l'APR et de mouvements de soutien à Macky Sall étaient sur place. La police est même intervenue, mais il n'y a pas eu d'interpellation. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi. Scène de violence au siège de l'APR, quartier Néma, Ziguinchor.
lancement, la convocation d'une assemblée générale d'information. J'ai voulu convier, au-delà de l'Alliance pour la République, des mouvements qui soutiennent le président de la République. Ceci dans une volonté d'ouverture et de conciliation. La salle était comble et puis subitement, il y a eu du brouhaha, des gens qui sont sortis de dehors, accompagnant des leaders de mouvement et qui se sont jetés sur donc, les militants qui étaient dans la salle. La réaction de certains responsables. J'arrive à la permanence de l'APR de Ziguinchor. On me dit qu'Aminata Tamba et Aminata Angélique Manga ne peuvent pas entrer. Et c'est déplorable. Parce que nous sommes à Ziguinchor. Il n'y a aucun responsable parmi eux qui refuse à ce que d'autres responsables assistent à des réunions, sous prétexte que c'est des mouvements qu'ils ont. C'est tout simplement des enfantillages dignes des enfants de la case des tout-petits. Nous ne pouvons pas comprendre que nous soyons tous munis de la confiance de son excellence de président de la République pour travailler à la base ici à Ziguinchor et qu'aujourd'hui nous devrions nous réunir, que des responsables empêchent à d'autres responsables d'accéder à la salle de réception. Et nous restons avec ces violences regrettables au sein de l'APR. De l'avis de Mbaye Sidi Mbaye, analyste politique, eh bien, l'approche des législatives explique peut-être ces incidents d'une rare violence et pour cause, chacun essaie de se positionner. Toutefois, il estime que c'est regrettable et que le chef de l'APR, le chef de l'État Macky Sall, doit régler cette situation. Al-Hassan Ba, Mardien l'ont rencontré, reportage. Encore, l'APR, les ambitions se dessinent à l'approche des législatives du 30 juillet, des échauffourées, de la violence, entre autres, entre leaders et jeunesse républicaine, compréhensible de l'avis de Mbaye Sidi Mbaye. Une projection électorale qui se dessine. Chacun y voit son destin. Je n'accepte pas qu'on me fauche aujourd'hui l'occasion pour moi d'être numéro 1. Vous êtes élu de l'APR, vous êtes près du ciel, près du bon Dieu. L'analyste regrette des comportements, des attitudes qui, selon lui, visent la personne de Moustapha Niasse. Et j'ai compris que la cible, c'était Moustapha Niasse. La jeunesse APR, en tout cas une grande partie, en veut à Moustapha Niasse. Pourquoi? Pourtant, Moustapha Niasse m'a l'air d'avoir respecté ses engagements vis-à-vis de Macky Sall et de l'APR, mais qu'est-ce qui est gênant là-dedans? Et ça peut même, cette attitude de toujours s'en prendre au président de l'Assemblée nationale en dénonçant son âge. Je n'ai jamais entendu d'ailleurs dénoncer son incompétence. Est-ce que cela veut dire que ce serait un mot d'ordre souterrain qui viendrait de je ne sais où? Le président de l'Alliance pour la République, seul compétent pour faire revenir l'ordre pour le bien de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais enfin, puisque c'est une coalition de partis, je crois qu'il est facile de mettre de l'ordre. Qu'ils réunissent ses ouailles dans son parti et qu'ils leur disent voilà le mot d'ordre. Maintenant, si ce mot d'ordre n'est pas accepté, on lui dira démocratiquement, puisque je parle de ses militants, ils lui diront pourquoi ils ne peuvent pas obéir à cet ordre. Ce week-end, il a chauffé dans les rangs de l'APR, des frères apéristes qui se sont donnés un spectacle. Un débat ordonné, c'est ce que demande l'analyste politique pour éviter d'éventuelles conséquences d'actes de violence. Et toujours avec ces violences, sachez qu'Omar Gueye, cadre de l'APR, prend des sanctions contre les fauteurs de troubles. Pour lui, il faut une discipline de parti au sein de l'APR. Il a bon espoir que le chef du parti, Macky Sall, une fois de retour au Bercail, prendra des dispositions nécessaires pour restaurer la discipline. Nous restons toujours avec les cadres APR, cette fois-ci pour nous rendre à Kaolack pour les besoins d'une tournée préparatoire des prochaines législatives. Les cadres responsables de Kaolack se sont réunis. La grande absente du jour est certainement l'envoyé spécial du chef de l'État, Aminata Touré, que ses pairs déclarent d'ailleurs avoir délibérément écarté, tout simplement parce qu'elle militerait en solo. Les détails avec Ibrahima Diamé.
Ils ne se donnent apparemment la main qu'à l'approche d'élections, comme à la veille du référendum. Les hauts responsables apéristes de Kaolack se sont encore unis en vue des législatives 2017, mais cela sans la présence de Mimi Touré, qui pourtant a décidé maintenant de militer à Kaolack. Pourquoi alors l'envoyé spécial du président Macky Sall n'a pas été invité à cette grande mobilisation? Diène Farbassar explique. Mimi, si elle vient à Kaolack, je pense qu'elle pouvait contacter les leaders qui sont là. Parce que Kaolack avait toujours gagné. Qu'ils nous demandent, mais messieurs, madame, vous avez toujours gagné. Je viens à Kaolack. Alors, quel est le comportement à suivre? Mais elle ne l'a pas fait. Donc, dans ces agissements d'ensemble, elle ne nous a pas informés. Et donc, nous aussi, on ne peut pas l'informer. Diène Farbassar, maître Nafsat Diop Sissé, Awagay, Mohamed Ndiaye Rahma, ainsi que Mariam Assar, maire de la ville de Kaolack, ce sont là les principaux hauts responsables qui se sont donné la main sans Mimi Touré. Mariam Assar elle-même soupçonne la démarche de l'envoyé spécial du chef de l'État. Un envoyé spécial du président peut faire une campagne nationale dans le cadre des missions que le président lui a confiées. Mais faire des campagnes nationales pour son propre compte, cela peut susciter des doutes. Et c'est ça qui nous a amenés à réfléchir et penser et aboutir à ces conclusions-là. Donc, il ne faut pas qu'on conjugue au présent pour nous dire vous avez dit ceci, parce que cela. On n'a pas dit que Mimi veut la place du président de la République. Il faut lire ce qui précède nos propos et nous dire ça de façon globale, cohérente, comme on l'a dit fidèlement. Cette grande mobilisation qui a vu la participation des mouvements de jeunesse comme la COJER a été précédée par une visite des commissions d'inscription. Diène Farbassar et ses camarades se sont vivement réjouis donc de l'état d'avancement des inscriptions sur les listes électorales. Retour sur la déclaration de Marguerite, cadre de l'APR, qui, je vous l'annonçais tout à l'heure, prône des sanctions à l'encontre des fauteurs de troubles au sein de l'APR. Selon lui, il faut une discipline de parti au sein du parti et il a bon espoir que le chef de l'État, Macky Sall, une fois de retour au bercail, eh bien, va prendre les dispositions nécessaires pour restaurer la discipline. Hadi Atala. Nous déplorons cette situation, mais cette situation ne peut pas perdurer. Bien que les violences, historiquement, vous savez, en politique, il y a des violences. Mais ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Et des mesures, certainement, vont être prises au plus haut niveau. Parce que dans un parti, il faut de la discipline, il faut de la cohésion, de l'unité et du travail. C'est sur quoi le président Macky Sall nous invite tous, nous responsables et militants de base. Maintenant, ce qui se passe ça et là, c'est condamnable et des mesures seront prises pour cela de manière conséquente pour que pareille situation ne se reproduise. Nous poursuivons avec l'actualité politique. 72 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales pour le moment avec un taux de 50%. Le préfet de Kaolack se dit satisfait du déroulement des inscriptions avec les nouvelles machines qu'ils ont obtenues récemment. La commune de Kaolack dispose de 7 à 8 commissions. Voici Fodefal, le préfet de Kaolack. Je vous propose d'écouter. On amène des machines qui viennent véritablement les appuyer. Ce qui fait que véritablement ça a été une belle initiative qui nous a valu jusque-là beaucoup de satisfaction. D'autres initiatives sont en train d'être développées. Kawon par exemple. À Kawon, nous avons une machine, donc une commission. Mais on s'est rendu compte que Kawon n'a vraiment pas le même potentiel électoral que Kaolack. Et une machine pendant tout ce temps-là, voilà, c'est largement suffisant. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est on travaille à Kawon le matin, de 8h à 16h, et on décroche cette machine-là, on l'introduit dans la commune de Kaolack, ce qui renforce Kaolack. Nous avons donc une 8e machine qui, chaque jour, vient seconder. Alors, c'est cette machine-là qui nous permet de mettre une commission ici à la préfecture qui fonctionne de 16h à 0h. Donc, c'est des initiatives que nous essayons de développer pour justement pallier ce manque de machines, n'est-ce pas, à Kaolack. Nous avons reçu des assurances, nous avons reçu de nos supérieurs, véritablement des assurances que sous peu, Kaolack va être renforcé. Et voilà, et je pense que nous y sommes. En tout cas, tout ce dispositif-là aujourd'hui nous a permis dans le département d'enrôler environ 72 000 électeurs. Aujourd'hui, dans le département de Kaolack,
nous avons 72 000 enrôlés à la date du vendredi 9. Donc, naturellement, c'est la commune de Kaolack qui a le plus grand nombre d'électeurs. À Saint-Louis, les libéraux plaident pour le maintien des pêcheurs sénégalais en Mauritanie et ce pour éviter la dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays. Selon le coordonnateur régional du PDS, Ahmed Fall Braya, le président Abdelaziz doit se souvenir des turbulences qui ont prévalu en Mauritanie avant son élection ainsi que le rôle primordial qu'avait joué l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, et tout ceci dans le but de revoir sa décision. Il a par ailleurs demandé à ce que les deux chefs d'État se retrouvent pour arrondir les angles. Ahmed Fall Braya, que je vous propose d'écouter au micro de nos correspondants sur place dans la vieille ville, Ousseynou Diop et Habib Seck. On les a demandé de retourner au pays. Et ça, nous pensons que ça ne peut que se régler que de manière diplomatique. Et nous interpellons vraiment le chef d'État de l'État à rendre visite à son ami et frère Aziz. Que le président Aziz se rappelle aussi des difficultés que la Mauritanie a eues en son temps et que Maître Abdoulaye Wade s'était engagé pour résoudre ce problème. Maître Abdoulaye Wade les a amenés au Méridien président une semaine durant. Il a travaillé avec eux pour que la paix revienne en Mauritanie. Ils sont allés en élection. Aziz a été élu président de la République. Je crois que cet acte-là, il faut qu'il s'en souvienne et qu'il rende service à son peuple. Je pense que nos relations, qui datent depuis des siècles et des siècles durant, ne doivent pas être brisées justement par des questions d'intérêt. Nous sommes un peuple uni, nous sommes des frères de sang. Il faudrait que les présidents et les chefs d'État le comprennent. Il faudrait que les ministres le comprennent. Nous demandons et nous lançons un appel solennel aux deux chefs d'État pour que cette question soit résolue dans les meilleurs délais. Nous restons avec cette affaire. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Oumar Gueye, dément l'information selon laquelle 3000 pirogues de pêcheurs guet-ndariens auraient été arraisonnées par la Mauritanie. Oumar Gueye promet de revenir très bientôt avec de plus amples informations à ce sujet. Il promet par ailleurs que des discussions avancées sont entamées par les autorités mauritaniennes pour signer des accords. Selon le ministre de la Pêche, l'urgence est au retour des pêcheurs au Sénégal dans les normes. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité du 13h de la TFM. Ses propos sont recueillis par Khady Attala. Le ministre de la Pêche lève un coin du voile sur les incidents entre pêcheurs sénégalais et autorités mauritaniennes. Selon Oumar Gueye, il n'y a rien pour le moment qui autorise les Sénégalais à pêcher dans les côtes mauritaniennes. Lorsque nous sommes venus pour négocier sur le nouveau protocole d'accord de 2016, la partie mauritanienne nous a dit maintenant, si vous êtes d'accord, les pêcheurs pourront venir exercer sur nos eaux, mais à condition que tout ce qu'ils auront à prendre en capture soit débarqué au niveau de terre mauritanienne, à Nouakchott, Nouadhibou ou ailleurs. J'ai posé la question avec les acteurs qui étaient avec moi, parce que lorsque nous négocions, nous les amenons. Pour que nul n'en ignore. Tout ce que nous discutons, les acteurs sont présents. Parce que nous discutons en fait pour eux. Ils nous ont dit non, ils m'ont dit non, monsieur le ministre, ne signez surtout pas cet accord. Si vous signez cet accord, nous ne pourrons pas respecter, donc ne signez pas. Je leur ai dit la conséquence est que vous ne pourrez plus pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes. Ils ont dit oui. Alors donc il n'y a pas d'accord. Depuis ce temps, il n'y a pas d'accord. Et de temps en temps, maintenant, il y a des pêcheurs qui vont dans ces eaux territoriales et qui font de la pêche illégale, illicite, parce que sans licence, sans accord, sans protocole d'accord qui est en soubassement. Malgré tout, d'énormes tractations sont en train d'être menées pour apaiser la tension et permettre certains pêcheurs de rentrer au bercail. Il faudrait que nous puissions quand même dire à nos compatriotes de Saint-Louis de ne plus aller dans les eaux territoriales mauritaniennes pour pêcher parce que c'est interdit, il n'y a pas de base légale pour cette pêche. Évidemment, ça freinera un peu leur activité, mais ce ne sont pas tous les pêcheurs guet-ndariens qui vont en Mauritanie. Guet-ndar, c'est plus de 3600 pirogues. Et les pirogues qui pêchent en Mauritanie sont de l'ordre de 200. Donc, il y a une bonne partie qui pêche ailleurs, que vous trouvez à Potou, que vous trouvez à Lompoul, à Kayar, un peu partout, même jusqu'au sud du Sénégal. Mais pour le moment, il n'y a pas de pêche en Mauritanie pour les Sénégalais. Il y a un manque à gagner, mais c'est comme ça. Nous n'avons pas encore de solution, nous y travaillons.
Quid des 3000 pirogues arraisonnées en Mauritanie selon les Guet-Ndariens? Le ministre réfute ces allégations. La situation qui va être réglée, c'est celle qui concerne les pêcheurs qui sont en Mauritanie et qui pêchaient pour le compte de mareyeurs mauritaniens. Cela, en relation avec notre ambassadeur, son Excellence Michel Mamadou Tall, nous y travaillons. Les listes sont en train d'être dressées pour qu'ils puissent avoir des laissez-passer avec leurs pirogues et rentrer au bercail. Les derniers accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie remontent à 2015. Le gouvernement sénégalais, qui avait droit à 400 licences, a pu négocier jusqu'à avoir 500 licences de pêche et 50 000 tonnes de poissons au lieu de 40 000 tonnes. Retour à Dakar pour parler de la colère des populations de Diamniadio qui sont descendues hier dans la rue. Elles s'insurgent contre ce qu'elles considèrent comme l'accaparement de leurs terres et l'immatriculation de ces terres sans y être associées. Elles veulent par ailleurs des ralentisseurs dans leur localité pour limiter les nombreux accidents de la circulation. Seynou Thiam, Biradiagne. Accaparement de leurs terres, immatriculation du foncier sans que la mairie ne soit associée, c'est ce qui explique ce courroux des populations de Diamniadio qui ont investi la rue à travers cette marche pacifique. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que déjà, il y a une première marche qui a été organisée, qu'au niveau de Diamniadio, il y a des immatriculations de baux qui sont en train de se faire au nord et au sud de Diamniadio. Et par rapport à ça, nous ne pouvons pas continuer à supporter à ce qu'on nous fasse avaler du couleuvre. Parce que la collectivité locale est un démembrement de l'État. Donc, si ces baux proviennent de l'État, c'est normal que la collectivité locale, qui est la commune de Diamniadio, soit associée à l'immatriculation de ces baux. Or, c'est le contraire qui se passe actuellement au niveau de la commune de Diamniadio. Les populations, les jeunes, n'ont pas où habiter. Et, ironie du sort, on nous installe des baux. Au plan agricole, ces populations ne disposent plus de terres pour l'agriculture et l'élevage qui constituaient leur gagne-pain. Au niveau du pôle, plus de 1400 hectares ont été immatriculés et versés au compte de l'État pour abriter le pôle urbain. Et cette partie-là, c'était cette partie de la commune qui servait à la culture. On ne peut pas comprendre qu'on lutte contre la pauvreté et qu'on se retourne empêcher ces gens qui depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans ne connaissent que l'agriculture. C'est la paupérisation qui s'installe au niveau de ces populations-là. Au-delà de ces problèmes fonciers, ces populations de Diamniadio réclament également des ralentisseurs au niveau de la route nationale numéro 1 pour limiter les nombreux cas d'accidents souvent mortels dans la localité. L'accaparement des terres, une réalité également à Nyité Ndiassane, dans la commune de Chériflo, c'est dans le département de Tivaouane. Sur place, sit-in des populations, elles sont sorties en masse pour protester contre cette situation. Elles accusent leur maire de vouloir procéder au lotissement de leurs champs. Ces cultivateurs, pour la plupart, disent prêts à y laisser leur vie. Reportage chez Ranta Diop et Saïlatia. Ils ont arboré des brassards et foulards rouges. Les habitants du village de Nyité Ndiassane se sont fortement mobilisés pour protester contre le lotissement de leurs champs de manioc. Des champs qui s'étendent sur 8 km² qu'elles exploitent depuis plusieurs années. Monsieur Ousmane Sarr vient ici pour spolier nos terres sans accord des propriétaires. Il vient spolier nos terres. Nous sommes des paysans, on n'a que nos terres, que cultiver. Seulement, c'est ça que nous connaissons. Vous voyez les champs, voilà, on cultive du manioc, il y a des champs de manguiers et tout ça. C'est là que nous avons. Maintenant, ils veulent spolier nos terres. C'est ça que nous dénonçons. Ces habitants plaignants accusent le maire de Chériflo d'spoliation de leurs terres, des contestataires qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur logique pour protéger leurs biens. Ils disent être prêts à y laisser leur vie. Nous invitons le maire de venir ici discuter d'une manière consensuelle parce que nous ne voulons pas d'être avisés dans le pur. Et s'il continue à aviser dans cette dynamique, il marchera sur nos cadavres, mais il ne passera pas parce que Djaïdolé Bakoul. Nous sollicitons les autorités étatiques, notamment le ministre de la tutelle
et le président de la République, son Excellence Macky Sall, de réagir avant que le pire soit se produise. Parce que nous ne voulons pas ce qui s'est passé en Ban ou à Sangakam se reproduise ici. Tout Njité Ndiassane était sorti debout comme un seul homme au milieu des champs en question. Focus sur le séjour du chef de l'État à Dubaï. L'Afrique reste ouverte à la coopération avec les États-Unis. C'est ce qu'a affirmé Macky Sall. Macky Sall qui espère que le président américain Donald Trump se tournera bientôt vers le continent africain. Le chef de l'État intervenait ainsi aux côtés du président directeur général de Dubaï, Port World, dans un panel sur le commerce intelligent et les partenariats à l'occasion du 5e sommet mondial des gouvernements qui s'est ouvert ce dimanche à Dubaï. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter au micro de notre envoyé spécial à Dubaï, Chérif Dia. Je pense que le président américain, quel que soit le bord où il vient, qu'il soit démocrate ou républicain, reste d'abord un président américain, donc pour les Américains. En tant qu'Africains, nous avons espoir que le président Trump connaîtra l'importance du continent. C'est 30 millions de kilomètres carrés, c'est pour 2 milliards d'individus avec, disons, une classe moyenne assez importante, de 300 millions de consommateurs. C'est un continent avec lequel il faut traiter. Et nous avons espoir que l'intérêt que l'Afrique a suscité va se poursuivre avec le président Donald Trump. Et j'espère que très bientôt, il se tournera du côté de l'Afrique. En tout cas, l'Afrique reste un pays ouvert à la coopération avec les États-Unis, comme ça a été le cas avant. Et nous avons espoir que les choses vont se passer très bien. C'était l'un des titres de cette édition mise en circulation des bus Sénégal d'Amdik. Eh bien, nos reporters se sont rendus au terminus 6 à Liberté 5 pour constater de visu le fonctionnement des bus Dakar d'Amdik ralliant certaines régions du Sénégal. Ça marche, mais timidement pour l'instant. Toutefois, les voyageurs commencent à s'intéresser de plus près aux services offerts par la Société nationale de transport urbain. Et nombreux sont ceux qui pensent que c'est une bonne opportunité pour le commun des Sénégalais. Aïssa Topaï. Tarifs, heures de départ, destination, les voyageurs viennent s'enquérir de plusieurs choses à la fois. Les nouveaux services de Dakar d'Amdik les attirent. Arrangé nañu quoi parce que transport Sénégal c'est un transport dafa feebar waaw yii day arrangé Sénégalais yi parce que voyager dem ak dikk affaire yooyu noonu lii moo ñu ko mën a gérer. Qui veut aller à Tamba. De ce fait, elle doit prendre des bagages à Hambourg. C'est pourquoi il a pris la décision de descendre et faire l'escale à Hambourg. Ensuite, il va prendre un autre pour aller à Tamba. Comment vous trouvez les bus? Je ne sais pas pour l'instant parce que je n'ai jamais entré dans ce bus-là. C'est pourquoi pour l'instant c'est abordable pour moi. C'est abordable pour moi pour l'instant. Je ne sais pas après. Sécurité, confort certes, mais pour certains, un seul hic, les prix. À quelques mètres du terminus. Donc ça vous arrange vraiment? Bien sûr, ça m'arrange, ça arrange les populations approximatives. Oui. Et comment vous trouvez les prix? Ils sont abordables? Bon, si on pouvait encore descendre les prix, parce que dites-vous que les gens là sont un peu fatigués. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Mais on pouvait quand même revoir les prix un peu à la baisse. D'accord. Parce que là, il faut aussi tenir compte des pouvoirs d'achat des populations. Le chargé de communication de Dakar d'Amdik rassure. Travailler à rendre les tarifs accessibles, parce que nous sommes une société quand même de transport public. Nous avons on a fait un exercice de calcul qui nous a permis d'avoir un coût, on va dire, accessible et qui permet. Ce qu'il faut comprendre, les gens ont tendance à le comparer avec des opérateurs privés qui, eux, n'ont pas les mêmes charges que nous, n'ont pas le même accès à la réglementation sur le code du travail, etc., ne respectent pas tous les paramètres que nous respectons pour pouvoir être compétitifs. Des véhicules neufs qui sont climatisés, qui partent à des heures précises et ponctuelles, c'est-à-dire qu'il y ait 2 personnes ou 10, nous allons partir. Plein de projets, les lignes urbaines vont bientôt être renforcées, rien que pour permettre aux usagers de bénéficier d'un maximum de confort.
Allez, parlons un peu de culture à présent. Si vous n'y avez pas encore fait un tour, eh bien, songez-y. Le festival Tiranga se poursuit au Théâtre National Daniel Sorano jusqu'au 18 février prochain. Organisé par l'ambassade de l'Inde à Dakar, eh bien, il a pour objectif, ce festival, de promouvoir la culture indienne. Déclaration de son Excellence Rajiv Kumar, l'ambassadeur. Il s'est réjoui de cet échange riche avec le Sénégal qu'il compte, bien entendu, renforcer et perpétuer. Compte rendu Mambiram Diouf à Babacar Camara. Des pas de danse au rythme de la musique, l'expression corporelle en dit long sur les thèmes interprétés relatifs surtout à la vie sociale en Inde. Sous les attentifs et admirateurs d'un public, les danseurs ont reçu les ovations. Je faisais la danse que j'ai délaissée quand je me suis mariée. C'est un bon spectacle. J'ai toujours adoré la culture indienne et comme mon grand frère, je suis vraiment attaché à ça. Ce genre de festival doit se tenir régulièrement. Depuis 1957, la culture indienne est présente au Sénégal et le président Senghor y a joué un grand rôle. Mais vous savez, le premier Sénégalais à l'introduire habitait à Pékin. Ce festival, qui est né à sa première édition, tenu en terre sénégalaise, est le symbole de la vitalité des relations, notamment culturelles, qui lient le Sénégal à l'Inde. Dans notre histoire ici, nous avons ouvert notre ambassade ici en 1962. La première fois que nous organisons le festival ici, j'ai nommé ce festival après notre drapeau national qui s'appelle Tiranga. Pour votre beau pays aussi, le Sénégal. Tiranga est une grande hospitalité ici. Notre coopération est très forte. J'aime cette culture. Je ne me suis pas encore rendu en Inde. C'est mon rêve. À un moment donné, j'ai un peu pratiqué cette danse à Paris. Déjà se dessinent des perspectives dans ce domaine pour enrichir ce festival et en faire de forts moments de partage. Les ans prochains, je vais organiser un autre festival, Tiranga 2.0. Tiranga qui se poursuit jusqu'au 18 février prochain. Parution de l'ouvrage Une lettre aux musulmans, l'auteur Cheikh Mohamedou Fodé Diaby y traite de l'islam, particulièrement de la sunna contre l'innovation. Cet ouvrage vient d'être édité au Liban. La cérémonie de dédicace s'est tenue ce samedi. L'un des petits-fils de l'auteur, Ibrahima Seydoudia, en parle au micro de Chartidiane Dion et Ababacar Camara. Beaucoup de sujets qui ont été abordés. Mais je retiendrai principalement les innovations, comme les innovations pour l'auteur. Il y a des innovations positives, comme il y a des innovations négatives dans la religion. Donc toutes les innovations ne sont pas à rejeter, comme le pensent certains. Par exemple, le fait d'organiser les cérémonies de 3e jour après le décès d'un musulman, pour lui, c'est une innovation parce que le prophète ne l'avait pas fait, mais c'est en parfaite phase, ça rentre en phase avec la charia. Et la cérémonie de 7e jour aussi peut être acceptée. Par contre, il y a d'autres innovations qu'il n'accepte pas. Donc pour lui, ce que les gens appellent couramment bida, tous les bidas ne sont pas à rejeter, ne sont pas mauvais. L'actualité sportive à présent. L'équipe nationale du Sénégal des U20 a écrasé celle du Kenya 4-0 en match amical. L'équipe de Joseph Koto, en route pour la CAN en Zambie, a joué 2 matchs contre le Kenya pour 2 victoires sans encaisser de but. Le sélectionneur se dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. L'équipe nationale du U20 du Sénégal était supérieure à celle du Kenya. Les juniors ont dominé toute la rencontre. Moins de 30 minutes, ils ont inscrit 3 buts, dont ce chef-d'œuvre de Pape Abib Gueye.
Une prestation qui rassure l'entraîneur avant la CAN. On a vu des joueurs qui essayent de jouer, des joueurs qui se font plaisir dans le jeu. C'est important d'abord parce que bon, c'est le problème qu'on avait dans un premier temps. Mais maintenant, je pense que c'est réglé. Et au niveau de la défense, on voit que la défense devient de plus en plus sûre. Parce que bon, avec Moussa Ba qui est revenu très fort, et puis bon, Wali aussi qui a un bon physique et tout, je pense que bon, il faut qu'on continue à travailler. Ces deux matchs nous ont beaucoup aidés pour améliorer les choses qui n'ont pas été bien. Voilà quoi, c'est ce qui était bon, on le prend, et c'est ce qui n'était pas bon. On essaie d'entraîner, de travailler plus pour les améliorer quand même. Une équipe remaniée avec de nouveaux joueurs, la concurrence est très rude. Une bonne chose pour l'équipe nationale. Comme le coach l'a dit tout, c'est une équipe nationale. Tout le monde a sa place ici. Donc quand les nouveaux arrivent, s'ils sont meilleurs que les autres qui sont là, ils prennent leur place. Bon, c'est le football, c'est toujours des concurrences quand même. Mais une tâche difficile pour le coach de choisir les 21 jours pour la CAN en Zambie. C'est ça le problème, 3 gardiens, 18 joueurs, c'est parfois difficile. Parce que bon, les joueurs de champ sont plus nombreux, et puis, mais on va faire avec. Difficile, très difficile, mais je pense que bon, choisir c'est éliminer, on est obligé, on essaiera d'être le plus objectif possible. Pour pouvoir donner la liste des joueurs qui vont représenter le Sénégal. Après ces 2 victoires contre le Kenya en amical, le coach et le joueur n'ont qu'un seul objectif, atteindre le carré d'as pour un ticket au mondial de la catégorie. Et nous restons en foot. Génération Foot qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue. Les académiciens ont battu Duc 2-1. Le leader de la Ligue 1 savoure sa qualification. Du côté des étudiants, on se concentre désormais sur l'objectif du club qui est de monter en première division. Chertidiane Diao. Un coup franc magistral d'Ablaï Diallo pour sceller le sort du Duc. Génération Foot a dû s'employer pour éliminer le 5e de la Ligue 2 sénégalaise. Un résultat qui laisse un goût amer aux étudiants. On prend des buts vraiment bidons. Le début du championnat, c'était la même chose. Aujourd'hui, le gamin a répété la même chose. Donc, je pense que tout le temps, on prend des buts qu'on ne veut pas prendre. C'est compliqué maintenant. C'est un match de coupe. C'est vrai que l'objectif c'était le championnat, mais aussi on voulait aller loin dans la coupe de la Ligue. Du côté des académiciens, le travail effectué durant le repos a pesé, mais l'essentiel est assuré. On apprécie toujours les qualifications. J'avais dit aux joueurs, gagner en étant bon, gagner avec la manière, gagner avant le temps réglementaire, gagner pendant le temps additionnel, gagner au tir au but, mais gagner. On va retenir d'abord ça aujourd'hui, même si je pense qu'on a fait un début de match qui était plutôt correct et où on a quand même 3 grosses situations de but dans les 20 premières minutes. Après, c'était un peu plus difficile, on a fait bon. Place au championnat dès le week-end prochain pour ces 2 formations qui aspirent à jouer les premiers rôles dans leur catégorie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Très au fait de l'actualité sportive, on a surtout remarqué. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Dans un instant, l'invité du 20h avec Maud Birakan. Vous le savez, les robes noires se donnent rendez-vous demain pour la rentrée solennelle. On en parle dans un instant avec le porte-parole de l'Ordre des avocats du Sénégal, Maître Pape Letinga. Il s'appelle Le temps d'un jingle.